bonjour Christian. Ah, ça y est, c'était toujours là? Ok, Je super. suis là. Ok, parfait. Voilà, parce qu'on a eu un petit. Ok. Oui, Bonjour Christian. Écoute, merci d'avoir répondu favorablement à cette interview, puisque donc j'avais vraiment envie de pouvoir échanger avec toi. Puisque je suis voilà, je suis fan de ton travail, donc la raison pour laquelle je t'ai demandé cette interview, c'est pour pouvoir parler donc de ce livre qui s'appelle Ce que l'argent voilà, dit de vous, qui est un super livre aux éditions Erol. Et donc ça, c'est la première chose que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Et d'autre part, donc, en ce moment, donc, je suis en train de, voilà, de faire un défi. Donc c'est le défi des 100 jours que tu as écrit avec Lilou Massé et qui est un défi qui est très intéressant puisque c'est pour libérer donc voilà son rapport à l'argent et vivre donc son abondance. Donc moi, ça fait partie des choses qui sont très importantes pour moi, des sujets que j'aime beaucoup, on va dire, travailler, aborder, notamment parce que en tant que business coach, une des premières choses dont je me rends compte, bah, c'est que souvent dans la relation, enfin, on va dire notamment au business, bah, les gens ils ont un peu de mal à se pricer, à gagner de l'argent, etc. Donc du coup voilà. Donc je te remercie et je voudrais donc te donner la parole et m'expliquer, enfin m'expliquer pourquoi, enfin quelle a été, enfin voilà cette envie en fait d'écrire sur la relation à l'argent et comment c'est venu dans ta vie et comment tu as eu l'idée donc parce que je crois que tu es donc auteur mais tu fais aussi des ateliers, des conférences, enfin tu fais plein de choses super intéressantes. Donc voilà, donc j'aimerais que tu me parles de tout ça. merci Sophie, merci de ton invitation. Alors oui, avec plaisir. Donc en fait, moi je suis déjà économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans une très grosse banque, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc j'avais des revenus confortables, en tout cas au-dessus de la moyenne. Et pourtant, j'étais stressé avec l'argent. Et je voyais bien que mes clients, même millionnaires pour certains, étaient très stressés avec l'argent aussi. Donc j'ai déjà compris qu'il y avait des choses très irrationnelles qui se passaient dès qu'il s'agissait d'argent, en tout cas dans les comportements des uns et des autres. Il m'a fallu très longtemps pour arriver à voir, ou avoir l'honnêteté de voir qu'en fait, que j'avais de grosses peurs avec l'argent. Moi, j'étais quelqu'un qui économisait beaucoup et j'étais tellement sûr que c'était le seul moyen de faire, malgré que ça partait d'un endroit de stress, que j'aurais honnêtement pensé pendant longtemps et dit avec une certaine forme d'arrogance même que ma manière de faire était la seule qui était bonne et que ceux qui ne faisaient pas comme moi n'avaient rien compris. Et voilà, un jour, grâce à mon fils qui m'a dit, table, je tout le monde et que ni ses frères et sœurs, ni mon épouse m'a défendu. J'ai compris qu'il y avait un réel problème chez moi. Et puis, quand on dit que l'élève est prêt, le maître arrive, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait la connaissance, pas très longtemps après, d'un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur ce thème-là. Et je suis devenu son organisateur. Ce qui fait que j'ai suivi les 7 ateliers que j'organisais pour lui, je les ai tous suivis. Et que ma relation à l'argent, sans même me rendre compte, vraiment a changé comme ça à force de suivre ces ateliers. Et qu'en 2009, quand je me suis fait licencier suite à la crise subprime, ben, j'étais vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Et j'ai pu lancer mon propre business, même si à cette époque-là, je ne pensais pas du tout faire la relation à l'argent, mais avec beaucoup de tranquillité, de sérénité, de confiance dans mon projet, qui n'était pas très clair. J'avais vraiment une sorte de confiance tranquille qui fait que la différence était tellement énorme entre le gars qui gagnait pas simplement d'argent, qui était stressé, et le gars qui avait zéro visibilité, qui avait zéro idée, certes avec quelques réserves, hein, c'est une réalité aussi, mais être vraiment tranquille avec ça, que je me dis, waouh, ce chemin-là est tellement énorme, ce serait bien que d'autres puissent le faire. Parce que comme tu le dis toi-même, on choisit en général des métiers, on choisit, quand on lance son propre projet, c'est un projet de cœur en règle générale, c'est quelque chose que nous aimons. Donc nous aimons pour ce que ça va procurer, pour la contribution que ça va donner. Et au fond, nous sommes comme obligés à devoir nous coltiner le truc de l'argent. Autrement dit, de fixer des prix, de devoir réclamer de l'argent, de faire des factures. C'est comme un à côté non désiré pour beaucoup, mais nécessaire en même temps. Et ça devient une corvée, en quelque sorte. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que moi je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la zone de génie. Mhm. Donc souvent quand je dis ça aux gens, ils disent ah, ouais, non, c'est le fameux c'est Gay Hendricks, hein, c'est un Américain qui disait ça. Donc la zone où vraiment où tu vibres, où tu sens que oh là là c'est trop bien ce que je fais. Enfin j'ai même pas l'impression de travailler.
Et du coup, c'est justement, c'est à ce moment-là que les personnes ont du mal et se disent, mais attends, mais si je fais un truc dans lequel, en plus, je prends du plaisir, c'est pas dur, c'est hyper facile pour moi, oh, Mhm. mais je vais arriver en plus à me faire payer. Mhm. Ouais. Alors ça, c'est effectivement un des premiers pièges que je rencontre. Je le vois souvent chez des coachs et thérapeutes, mais pas seulement, mais souvent dans ces métiers-là, qui disent, j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais, comment est-ce que je peux gagner de l'argent en suffisance? Donc, autrement dit, comment je peux me faire payer? Parce qu'il y a une croyance derrière qui est que l'argent se mérite contre de la souffrance. Oui, Autrement dit, de la pénibilité. Tu as un salaire, un salaire. Hein, voilà. Autrement dit, gagner son pain à la sueur de son front. Il y a tout un historique qui soit judéo-chrétien, mais qui soit également familial de gens qui ont travaillé dur, qui fait que c'est comme si avoir du plaisir, c'est tellement énorme, c'est malheureusement beaucoup trop rare aujourd'hui encore, qui fait que si en plus je gagnais beaucoup d'argent, ça deviendrait presque indécent, voire obscène vis-à-vis de ceux qui souffrent et eux qui méritent de l'argent. Donc c'est quelque chose de binaire en fait. Donc vraiment, mon idée, c'est comment on peut mettre du et parce que c'est le seul moyen pour que mon projet, qu'il y ait de la pérennité dans mon projet, que j'arrive à en vivre au moins décemment, voire même mieux confortablement, et surtout que je donne aussi envie à d'autres de rejoindre ce clan de ceux qui choisissent le plaisir, parce que plus nous serons nombreux, plus ma croyance c'est que notre société mieux elle supportera en quelque sorte. ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'on est dans une espèce de. En fait, on est à la fringe, comme on dit en anglais, hein, enfin, à cette limite en ce moment entre ceux qui se disent, bah oui, c'est dur, c'est compliqué, voilà, et puis tu as ceux au contraire qui disent, bah non, finalement, l'abondance, on a partout. En fait, l'argent, c'est un peu comme la source, hein, finalement, c'est j'y vais, hop, je récupère l'eau dont j'ai besoin, je la bois, puis l'eau, elle est toujours là, l'abondance, elle est toujours présente. Et c'est là que c'est intéressant de voir comment les gens, justement, ils font ce shift, en fait, entre l'un et l'autre. Et du coup, donc, je crois que tu proposes donc du coup des ateliers. Et comment tu vois ça? Comment ça se passe? Comment ces ateliers? C'est plusieurs jours? C'est comment? Aujourd'hui, parce que je dirais ce que j'appellerais mon modèle d'affaires a évolué, puisque si j'ai écrit un livre, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais il y a un vrai problème de fond avec l'argent. C'est pas juste quelques personnes, des exceptions. Non, c'est la grande majorité des personnes qui ont une relation à l'argent qui n'est pas aussi sereine qu'elle pourrait, et la plupart n'en sont même pas conscients. Donc, si je veux toucher un maximum de monde, je dois trouver d'autres moyens que mes ateliers de 12 personnes le week-end à gauche, à droite. Ouais. Et écrire un livre était une première manière de faire, ou même écrire des livres, j'en ai écrit 3. Après, faire des vidéos sur YouTube. Après, j'ai commencé maintenant à faire une formation sur Internet également qui me permet aussi de toucher plus de monde là où ils sont également. Ah oui, et que tu as lancé à Hawaï d'ailleurs? La deuxième, Ah, pardon. ouais, la deuxième version, la troisième va commencer au mois de juin avec Ok. toute une série de choses gratuites pendant 5 jours pour ceux qui ont envie déjà d'aller un petit peu voir tout ça. Ça s'appellera Devenir ami avec l'argent. Donc, Et on mettra tous les liens sur la vidéo. donc, ça sera pas du 10-15 juin de mémoire. Et puis, si tu veux, après, peut-être plus dans ton domaine, j'ai gardé 2 formations plus pointues. Un que j'appelle l'argent dans les métiers d'accompagnement. Vraiment, Mhm. c'est travailler ses relations à l'argent pour les coachs, thérapeutes et autres, parce qu'ils ont une vraie problématique à tarifer d'une manière qui se respecte. Ils sont tellement juste chez le client qu'ils s'oublient eux-mêmes très souvent Mhm. tellement de peur derrière, peur de parler de business, peur de passer pour un juste voleur, profiteur si je mets des prix trop hauts, la peur de pas être, d'être un imposteur, de ne pas se sentir légitime, enfin, voilà. Et qui fait Mhm. qu'au fond, fixer un prix ou juste nommer un prix ou négocier, c'est juste des choses c'est l'horreur pour eux. Donc, je travaille avec ces gens-là et en même temps, je leur enseigne aussi 2, 3 processus que j'utilise qui sont vraiment simples et puissants pour qu'ils puissent les utiliser dans leur pratique sous le thème de leur choix. Donc ça, c'est un atelier, je prends 8 personnes sur la durée. Et puis, il y a D'accord. un autre atelier qui s'appelle l'argent dans mon projet professionnel, qui sont pour les entrepreneurs au sens large. Comment faire que l'argent soit au service de mes projets de vie, qu'ils soient professionnels et privés, plutôt qu'une source de stress, une source de tension, une source de conflit, enfin un frein, un blocage et tout ça. Donc là, si tu veux, c'est vraiment pour ces métiers-là, c'est les seuls que j'ai gardés, je dirais, de manière aussi petite, un peu un atelier, un peu en mode VIP, où j'accompagne de manière très personnelle, parce que pour les particuliers, c'est ou formation sur Internet ou des ateliers à 50, maintenant que je fais sur 2 jours, pour vraiment accélérer le mouvement, parce qu'on peut, même avec des grands groupes, on peut faire un travail formidable aussi.
Oui, c'est clair. Et c'est vrai que, enfin, pour avoir participé moi à des conférences, alors je suis jamais eu l'opportunité de venir aux tiennes, mais j'aimerais bien. Ce serait chouette de pouvoir venir en tous les cas et voilà découvrir ton travail. En tout cas, déjà, je suis dans ton travail en ce moment tous les jours. Et c'est vrai que même si j'avais déjà fait pas mal de travail moi de mon côté, tu vois, avec des lectures un peu anglo-saxonnes, etc. Et j'aime beaucoup aussi ton point de vue plus européen, enfin donc qui est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup quand on parle un peu ce qu'on appelle en anglais les money stories. En fait, tu en parles beaucoup dans ton livre justement sur les histoires qu'on se raconte, donc dû à notre éducation probablement, dû peut-être à papa ou à maman. Tu peux nous en dire un petit peu sur ça, sur les money stories? Oui, c'est amusant d'ailleurs qu'au moment où tu m'interviews, donc je ferai un Facebook Live qui parle justement des loyautés familiales, donc il parle vraiment de ça. Et puis, donc en fait, oui, notre relation à l'argent, elle était très, très imprégnée de ce que nous avons vécu comme enfants déjà, mais également de ce qui s'est passé dans la généalogie, que nous en soyons conscients ou pas d'une part, et que nous l'ayons même vécu ou pas. Donc, c'est pour ça que je fais vraiment un travail aussi qui est aussi dû à une autre activité que j'ai qui s'appelle qui s'appelle les constellations systémiques familiales, Ouais. sur la généalogie. Et en fait, on, on va regarder un peu les histoires avec l'argent dans la généalogie parce qu'elles nous influencent une, deux, trois, quatre générations après. Et on va regarder également ce que j'ai vécu enfant. Je prends un exemple très courant, je peux vous dire. C'est que si dans ma famille, j'entends une personne influente, mon père, ma mère ou quelqu'un d'autre, dire les riches sont des malhonnêtes, les riches sont des profiteurs, les riches gagnent l'argent sur le dos des autres, il y a de fortes probabilités qu'il y a des personnes de la famille, de les enfants, qui n'oseront pas s'autoriser à gagner de l'argent Mm. par peur de passer pour riche, mais surtout, c'est par peur de passer pour malhonnête, profiteur, etc. Tu vois, c'est parce qu'il y a un lien riche égale malhonnête, riche égale profiteur, par exemple. Si j'ai toujours entendu dire, ah ben non, l'argent tombe pas du ciel, voilà, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, il y a toutes les chances que je vais me mettre à travailler dur et effectivement, que même quand je suis dans ma zone des génies, je vois des personnes qui vont se rajouter de la pénibilité comme parce qu'ils pensent que c'est la seule et unique manière de faire. Bien Donc, sûr. on va être comme imprégné donc, tu vois, de schémas où je vois pour des femmes que dans la lignée des femmes, les femmes se sont sacrifiées pour la famille et puis que là, les femmes également n'osent pas pleinement se déployer parce qu'elles pensent qu'elles doivent d'abord être là pour les autres avant de se déployer. Donc, tout ça fait que ce sont comme des élastiques invisibles qui nous tirent dans le dos, qui nous tirent en arrière, on essaie d'avancer, puis on est en même temps freiné. Donc, moi, je travaille effectivement la déloyauté familiale, ou la déloyauté familiale ou à des choses spécifiques. Ce n'est pas du désamour, ce n'est pas un manque de respect. Nous ne sommes jamais déloyaux à des êtres humains, nous sommes déloyaux à des comportements, à des croyances, voilà, à des choses comme ça qui font qu'effectivement, ça va nous libérer, ça va nous rendre plus libres de faire ce qu'on veut parce qu'on s'est vulnérable à la fois, en quelque sorte. Et je reviens à ce que tu disais en ce qui concerne justement les femmes. En plus, c'est vrai que surtout dans l'éducation voilà, judéo-chrétienne, on a tendance voilà, les femmes ont tendance à beaucoup donner et à peu recevoir. Donc du coup, c'est d'autant plus compliqué. D'autant plus compliqué. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que dans mon modèle à moi, personnellement, nous, on a toujours eu de l'argent. J'ai toujours été élevée dans l'abondance, avec voilà, cette espèce de dire, ouais, il y a de l'argent, il y en a, il n'y a pas de problème, etc. En revanche, j'ai eu de chaque côté donc des histoires familiales assez intéressantes, puisque d'un côté, surtout du côté de mon papa, puisqu'on a vécu, nous on est d'origine cubaine, donc on a tout perdu d'un côté, donc du côté de ma grand-mère. Donc avec ce truc là, dire oh là là, ils ont tout volé, enfin tu vois cette espèce de truc avec en plus le communisme, tu vois, qui te vole tout, enfin donc c'est dur, hein, c'est quelque chose qui est très emprunt. Et de l'autre côté, c'était au contraire, c'était donc c'était des Français vivant en Espagne et qui eux ont dû partir du jour au lendemain parce que justement c'était les franquistes qui leur ont dit bah excusez-nous vous devez partir et donc du coup on a entre guillemets tout perdu ou en tous les cas une partie et donc c'est des gens qui vivaient très bien qui avaient toujours eu de l'argent aucun problème etc et donc il y a quand même cette idée toi de dire ah ouais mais on peut gagner beaucoup d'argent mais en fait on peut tout perdre. Donc ça Et puis, tu vois, quand tu dis quelque chose comme ça aussi, ce qui serait intéressant, c'est que
il pourrait y avoir pour les personnes, les membres de cette généalogie-là, un risque effectivement de tout perdre aussi à leur tour, mais pour d'autres raisons, hein. Ça peut être une faillite, ça peut être un accident, ça peut être un divorce qui se passe mal, où finalement je perds tout, où je vais attirer quelqu'un qui va me rouler dans la farine et puis je vais me retrouver avec des dettes, parce que par loyauté familiale, on revit les mêmes choses, même parfois les choses les plus difficiles. Moi, je viens d'une famille, il n'y a eu que des faillites du côté des hommes. Tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite. Donc, je ne suis pas meilleur qu'eux, mais je suis le premier qui le voit. Je suis le premier qui peut traiter ça pour sortir de ce schéma-là. Parce que je peux te dire, c'est pratiquement tous les hommes de ma famille, du côté C'est paternel. c'est ça qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup effectivement dans le coaching, hein, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est OK, bon bah voilà, toi tu es le vieux Christian, la vieille Sophie, OK, elle était comme ça, et puis la nouvelle Sophie ou le nouveau Christian, qu'est-ce qu'il fait quoi, comment il va réagir, et puis force de ça, et c'est cette prise de conscience, c'est dire ah oui tiens, je mets des mots sur des choses sur lesquelles j'avais jamais pu finalement, et c'est ça que je trouve super intéressant dans ce que tu proposes dans ton livre, c'est qu'à chaque fois il y a des petits exercices, il y a des, comment dirais-je, voilà, des questions qui sont posées qui permettent justement aux personnes d'aller un peu plus loin justement dans leur auto-analyse et de se dire tiens, bah voilà, comment je peux dépasser ça, qu'est-ce que je peux faire pour justement me raconter une nouvelle histoire, voilà, parce que finalement l'argent, ben c'est un peu le nerf de la guerre, hein. J'aime pas tellement l'expression, je sais pas pourquoi, mais Alors, donc tu dirais quoi? Alors, l'argent, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, tu nous proposes justement, tu nous proposes une autre version, une autre façon d'imaginer, justement, trouver la sérénité face à l'argent. Et tu dis, bah tiens, comment on pourrait imaginer l'argent différemment? oui, si tu veux, enfin, si je rebondis sur ton expression, le nerf de la guerre, pour moi, ça parle un peu de cet ancien paradigme que nous essayons de quitter un peu difficilement, C'était un peu provocant. bien sûr, mais qui est, parce qu'on le voit encore, on le voit à travers des grosses boîtes et tout, qui essayent de faire de l'argent sur le dos des autres. Tu vois, autrement dit, il y a vraiment, il y a nous et les autres, on s'en fiche. Moi, j'ai vécu ça à la banque, où le client devenait une vache à lait. C'était insupportable pour moi, avec mon éthique et les valeurs, ça était devenu insupportable. Donc, ça existe réellement, et puis tout à coup, on se fait concurrence, c'est une sorte de guerre commerciale, machin. Donc, ça part du principe qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, donc il faut se faire la guerre. Mm. Alors que, comme tu l'as dit toi-même, à un moment, tu as parlé d'abondance. L'abondance, il y en a pour tout le monde, y compris de l'argent. L'argent est en circulation, il y en a, ça augmente tous les jours, tous les jours. Il y a toujours plus d'argent en circulation chaque jour. Il y en a largement assez pour tout le monde, comme il y aurait assez à manger pour tout le monde si la nourriture présente était distribuée de manière mieux organisée pour qu'elle soit distribuée là où c'est nécessaire. Donc, c'est pas là le problème. Mais au fond, si tu veux, moi, j'utilise ce thème de la relation à l'argent comme une porte d'entrée pour aller se découvrir. Parce que je vois que nous collons tellement de choses sur l'argent que n'est pas l'argent. L'argent n'est plus vu pour ce qu'il est. Et d'ailleurs, l'argent est vu pour une question de vie ou de mort souvent. Et d'ailleurs, Mm. l'expression gagner sa vie, qui est une horrible expression, je trouve, pour parler de gagner de l'argent, sous-entend que si je la gagne pas, je la perds. Et si je la perds, ça veut dire mourir. Donc, tu Mm. vois, cette question de vie ou de mort fait que ça génère de la pression, ça fait qu'il y a des comportements et des peurs, mais tu n'imagines pas dans mes ateliers le nombre de fois où les histoires d'argent, ça revient à la peur de mourir, quoi, la peur derrière. Donc, au moment où tu vois que si la personne qui a de l'argent, même quand il y a beaucoup d'argent d'ailleurs parfois, derrière, il y a des peurs de mourir, c'est à coup, il y a plus assez, ou il y a même plus 50 000, 100 000, 300 000 de réserves, je ne sais pas quoi, ou 5 000, les montants, c'est égal, ça réveille des peurs de mourir. Tu comprends mieux que certains des comportements aussi émotionnels, aussi, je veux dire, incompréhensibles ou irrationnels, parce que il y a des enjeux derrière cachés, et c'est ça que j'essaie vraiment d'aller voir et de traiter, qui fait qu'à un moment donné, si on peut aller traiter ces enjeux-là, tout à coup, l'argent sera toujours le même, mais j'aurai un autre regard sur l'argent, je serai plus serein, j'arriverai peut-être plus facilement à en attirer, j'arriverai à avoir d'autres choses plutôt que ou de s'accrocher à l'argent, ou de rejeter l'argent, comme beaucoup aussi rejettent l'argent en disant l'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde et je ne sais pas quoi. Enfin, c'est pas un thème qui reste neutre pour la plupart des personnes, en fait. Oui, et moi j'aime bien dire et imaginer que finalement j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre.
et que en fonction voilà du coup d'essayer d'imaginer qu'il n'y a pas de manque en fait. Et c'est ça qui est très intéressant de se dire voilà, comme tout à l'heure quand je faisais l'analogie avec la source, c'est dire voilà, j'ai ce que j'ai pour pouvoir vivre et finalement je vais essayer d'aller vers le côté abondance plutôt que d'aller vers le côté manque. Et ça, c'est assez intéressant aussi parce que tu en parles pas mal aussi dans le livre aussi sur voilà, le fait de se dire voilà, on a exactement tout ce dont on a besoin et, euh, et arrêter, enfin voilà, le côté montagne russe, enfin voilà, j'ai bien aimé parce que tu décris beaucoup de profils différents et je trouve que arriver à calmer cette espèce de peur et en se disant que voilà, voilà, j'ai exactement tout ce dont j'ai besoin. Ça permet alors et comment on y arrive ça justement à ça? Comment on Oui. arrive à Alors, bon, je suis pas sûr que les gens, en entendant, vont dire oui, oui, j'ai exactement tout ce que j'ai besoin, parce que c'est pas forcément la réalité de chacun, en tout cas selon sa perception. Donc, c'est pas comme ça que je le dirais avec mes mots. Mais juste là, à l'instant, je vais te proposer juste pour ceux qui nous écoutent, c'est que juste là, à l'instant présent, à la seconde où je parle là maintenant, vous ne manquez pas d'argent pour nous écouter. Vous ne manquez pas d'argent pour être présent à ce qui se passe là. Mhm. À l'instant, c'est important de voir que au moment où quelqu'un nous regarde, que ce soit en spectacle, soit n'importe quoi, je peux être pleinement présent, que j'ai beaucoup d'argent ou pas d'argent. Simplement, je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, les problèmes d'argent que nous avons sont des problèmes qui viennent de nos pensées. Aïe, 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 à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin d'année, à ma retraite, assis, le jour où mes enfants feront des études. On est toujours en train d'imaginer ce qui va se passer plus tard, plus tard et plus tard. Et ce que je crois ne pas avoir écrit dans le livre, ou en tout cas pas avec cette clarté-là, parce que ça m'est venu plus tard, c'est que je trouve aujourd'hui, en observant les êtres humains, et moi, toujours moi avec, hein, parce que je m'inclus pleinement chaque fois là-dedans, c'est de voir qu'à quel point nous sommes plutôt tendance esprit d'abondance ou esprit de manque et de pénurie. Mhm. Et je vois à quel point une grande majorité des personnes, et j'étais complètement là-dedans pendant très longtemps, sont des esprits de pénurie, de manque. Autrement dit, toute notre attention est focalisée sur ce qui nous manque. Il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, que ce soit de l'argent, que ce soit des biens matériels, mais que ce soit aussi mon compagnon, ma compagne de vie qui est pas assez comme ci, comme ça, qui fait passer ça, mes enfants, etc. Tu vois, c'est comme si notre esprit était là-dessus, alors que d'autres vont voir tout ce qui est déjà présent dans leur vie et tout ce qui est Et, dans la gratitude. Et si tu veux, et- c'est la même vie, c'est la ouais. même vie qui peut être vécue, enfin, j'ai objectivement d'extérieur auprès des gens pour avoir les mêmes choses, mais en même temps, ils vivraient complètement différemment. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans les défis de 100 jours de Lilou, et particulièrement en plus dans le vôtre, hein, que vous avez écrit, c'est qu'effectivement, à un moment donné, donc tous les jours, on fait le bilan et donc et on va donc observer éventuellement voir ce qui s'est passé dans une journée, on va noter ses succès et surtout donc faire le point sur ses gratitudes. Donc c'est le genre de truc qu'on peut faire dans un journal, mais c'est vrai que c'est formaté de telle sorte que tous les jours, on se souvient voilà, de faire ça et de se rappeler, bah voilà, attends, c'était super, c'est super en fait. Et donc, on va peut-être voir deux ou trois trucs un peu négatifs parce que les jours, enfin, il y a de temps en temps des petites choses qui se passent. Hein. Forcément, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais ceci dit, il y a plein de succès sur lesquels on peut se focaliser et puis on peut faire la liste de gratitude et des personnes ou des événements qui ont été là et qui ont été présents et du coup ça fait du bien parce que du coup on montre vibratoirement, enfin on se sent de plus en plus abondant et bien quoi, donc c'est chouette. Et, et tu as l'idée de noter des gratitudes chaque jour. Ça peut paraître une formule magique et c'est pas vrai. Il y a des études scientifiques qui prouvent que ça fait une réelle Mm. différence dans la vie des personnes à tout point de vue, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas. Donc c'est pas juste des paroles en l'air, c'est pas juste un truc bisounours. Ça fait une différence de porter son attention sur ce qui va bien et ce qui est déjà présent et que ce soit avec les êtres humains, dans les relations, pas seulement avec l'argent si tu veux, mais nous avons une expression en français qui résume exactement ça, c'est voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Ça résume parfaitement ça. Et si tu veux, moi qui viens d'un côté très pénurie, je peux dire, même si aujourd'hui je suis beaucoup, beaucoup dans l'abondance, la gratitude, et je dis des merci plein de fois chaque jour, mais je me vois encore régulièrement comme tiré en arrière en me disant, toi, mes groupes de 8, je dis, ah, il manque encore 2 inscriptions, plutôt que de dire, waouh, il y a déjà 6 inscrits, tu vois. Et je le vois, si tu veux, et quand je le vois, ben, je rectifie le truc pour dire, non, il y a déjà 6 inscrits, c'est déjà super, et les deux autres vont arriver tôt ou tard, je ne sais pas comment. Mais tu vois,
c'est comme plus fort que nous et ça demande d'être vigilant, conscient de ses pensées, ses réflexes. On a ces réflexes et c'est drôle parce que finalement c'est un travail finalement de toute une vie. Hein. On voit notre cerveau qui nous joue des tours en permanence et qui nous dit ah là là, et puis à chaque fois on se dit ah non mais puis notre ego aussi. Hein. Il n'y a pas très longtemps j'ai interviewé justement Serge Marquis sur l'ego et c'est vrai quand on est là et puis donc on a cette espèce de truc qui revient et c'est vrai que c'est pas facile. Mais voilà, il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut mettre en place et on peut de mieux en mieux vivre sereinement avec l'argent. Et donc, tu fais partie de ces gens qui sont géniaux et qui travaillent justement pour œuvrer vers. Voilà, j'adore ce genre de contribution parce que c'est ça aussi notre rôle hein, sur Terre, enfin la mission, la fameuse mission de vie, hein, c'est justement de faire en sorte de toucher un maximum de personnes pour qu'ils se sentent de mieux en mieux. Et merci parce que grâce à toi, on avance, on voit des choses. Et j'adore en plus donc, cette idée de constellation familiale. Donc c'est pas vraiment le sujet, mais c'est vrai que j'aimerais bien que tu peux nous en parler un petit peu pour nous expliquer ce que c'est, parce que pour moi ça m'intéresse, donc j'en profite. Alors, le considération systémique et familial, j'insiste sur le mot systémique parce que justement on travaille sur un système. Et ce qui est vraiment, je trouve, extrêmement intéressant et puissant, c'est que la problématique qui ressort, supposons que j'ai une problématique qui est, tiens, je prends le business, c'est fou, j'ai beau monter des business, ils foirent les uns après les autres, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et effectivement, on va regarder la problématique sous l'angle du système. Le système, c'est quoi? C'est par exemple ma généalogie, un système, c'est tous ceux qui ont été avant moi. Ça peut être des fois le système, c'est juste moi, mon épouse, mes enfants, c'est un autre système. Un système, c'est aussi une équipe professionnelle qui travaille ensemble. Dès le moment où on met réunit des gens ensemble, ça crée un système. Et dans un système, si tu veux, ce qui est super intéressant, c'est que le système prend toujours le dessus sur l'individu. Autrement dit, tout dans un système, s'ajuste pour que le système fonctionne le mieux possible. Je prends D'accord. un exemple. Dans une famille, imagine qu'il y ait un enfant qui tombe gravement malade. Tous les gens vont s'adapter par rapport à cette situation-là et d'autres enfants vont commencer à prendre moins de place, vont pas faire d'histoire, vont plus oser dire s'ils ont envie de quelque chose parce que l'énergie, elle est mise là. Même chose quand il y a un divorce ou le décès de quelqu'un, tout à coup, le système doit se réorganiser en quelque sorte. Et parfois, il y a l'un ou l'autre membre du système qui va même se sacrifier au service du système aussi. On voit très bien que les secrets familiaux, tu vois, on ne dit pas les choses pour essayer de maintenir le système en équilibre, autrement ça foutrait le bordel. Donc, on regarde la problématique et si tu veux, si je reprends l'exemple de début, j'ai mes projets qui foirent et je ne comprends pas pourquoi. Et tout à coup, on va peut-être voir qu'effectivement, dans le système, il y a peut-être eu une personne qui a eu un grand-père, prendre un exemple, qui a eu un projet qui a très bien réussi, mais à un moment donné, il a déconné en quelque sorte, il s'est mal comporté, il a fait des choses, voilà, peut-être, mais voilà, qu'est-ce que soit ce qu'il a fait, et que dans le système, il est porteur comme d'un message, c'est que quand on réussit, on se comporte mal. Et Hmm. inconsciemment, une personne autre va se saboter parce que, sans même le savoir, elle a peur de réussir et de se comporter comme le grand-père. Donc, on va voir que le problème, il vient de là, si tu veux, et moi, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont un problème, en général, sont comme les personnes qui viennent mettre en lumière le problème, mais ne sont pas la cause du problème. Alors, ils ne sont pas victimes, hein, attendons-nous, hein, nous sommes toujours malgré tout responsables, mais nous sommes comme là pour mettre en lumière quelque chose que je vais pouvoir libérer et que pour éviter que d'autres continuent de porter ce genre de choses. Et donc ça se fait en groupe. Alors, ça peut se faire en individuel et en groupe. Moi, je trouve que le groupe, personnellement, je trouve plus puissant. Enfin, en tout cas, nous, mon épouse, on fait uniquement des groupes à la maison. Enfin, mon épouse fait des fois de l'individuel à la maison, mais moi, je fais que des groupes parce que quand tu peux placer des personnes qui représentent des membres du système, si tu veux, il y a tout qui se déroule sous tes yeux et c'est fascinant de voir à quel point les gens qui font leur constellation, qui sont observateurs, disent waouh, il se passe des trucs de exactement ce que je connais, des trucs de fou, alors que les gens connaissent rien d'histoire, si tu veux. Ils sont en train de montrer ce qui se passe ou montrer même. Devenir des acteurs de ça. Super. Voilà. Et donc ça se fait donc chez vous en Suisse, c'est ça En Suisse, dans notre salon, parce que voilà, on a envie que notre maison, elle vive, donc on aime bien faire que ce soit un Génial. lieu de guérison, de transformation, mais alors d'autres le font. Le seul petit bémol que je dirais quand je parle de constellation systémique familiale, c'est que comme n'importe qui peut former aux constellations systémiques, il n'y a rien de réglementé, on trouve un peu à boire et à manger dans ce milieu-là, si tu veux. Euh, D'accord.
Donc, ça vaut vraiment la peine, en tout cas, de ceux qui sont intéressés là où ils sont, de se renseigner, de connaître des personnes qui ont eu d'autres expériences, etc. Parce que, comme toujours, quand un outil est puissant, ça demande qu'il soit manié avec une certaine délicatesse, j'ai envie de dire. Ah oui, bien sûr, parce qu'on fait appel à l'humain, enfin, et puis voilà, donc c'est super. Bah, écoute, merci en tous les cas pour toutes ces précisions, merci pour ton temps, et j'ai hâte qu'on puisse se rencontrer en vrai, et puis Moi aussi. pouvoir participer je sais pas, j'aimerais bien, c'est vrai que les constellations familiales, on avait regardé avec Boris, on aimerait vraiment pouvoir faire ça parce qu'on trouve que c'est vraiment passionnant. Enfin, en tous les cas, moi, ça m'intrigue beaucoup, surtout que voilà, nos ancêtres, c'est quelque chose qui, enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu toujours dans le mythe des ancêtres, donc du coup, je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton temps. Donc, je rappelle encore ton super beau livre, hein, Ce que l'argent dit de vous, et puis le fameux défi des 100 jours qui a été coécrit avec Lilou Massé, qui est vraiment un super outil. Enfin, en tous les cas, en ce moment, on est en plein dedans, donc c'est vraiment génial. Et puis, tous tes ateliers, tes conférences, ainsi que tes constellations familiales avec ton épouse. Merci Christian, et puis je te dis à très bientôt. Oui, avec grand plaisir. Bye bye. Merci.